Venons-en aux perspectives de marché, le grand cadrage macro-financier pour l'année 2021 et peut-être même au-delà, parce qu'on attaque une nouvelle décennie. On entend beaucoup parler de nouveaux cycles, de nouvelle ère pour l'investisseur. Ça fait à peu près 2 ans, je crois, Sébastien, on se suit, on discute régulièrement, que vous tenez un narratif de marché qui tourne autour de la Casa de Papel. Oui, c'est vrai. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série Netflix, qui est un carton mondial, c'est l'idée assez simple de la planche à billets sans limite. C'est ça, Sébastien. Et sans limite, mais surtout à destination des acteurs économiques, c'est-à-dire les consommateurs et les entreprises, les restaurateurs aujourd'hui qui sont fermés, par exemple. Oui. Où est-ce qu'on en est du scénario ? On est à quelle saison de Casa de Papel, là, en ce début d'année 2021, Sébastien ? Comme vous l'avez dit, c'est un succès mondial. Donc je pense qu'il y aura plein de saisons. Je pense que la vraie bonne question, c'est savoir si c'est là parce que c'est le confinement, il faut faire quelque chose. Non, moi je pense que c'est structurel. Ça, c'est un premier point, la première idée. Et la deuxième idée, c'est qu'il faut en analyser évidemment toutes les conséquences qu'on devine petit à petit, mais qui vont se dessiner au fil du temps. Bon, alors justement, on va voir les conséquences de cet nouvel environnement avec une planche à billets qui ne fait que commencer à tourner. Peut-être pour prendre un petit peu la température et votre sentiment de marché pour vous toutes et vous tous qui nous suivez à direct, je le rappelle, en direct et à distance avec la plateforme Click Meeting, peut-être un petit sondage sur les risques que vous envisagez justement au travers de cette année 2021. La question est assez simple. Quel est pour vous le risque de marché majeur pour cette année 2021 ? On a 4 propositions, 5 même. Est-ce que le risque majeur, c'est une récession durable, un risque économique avant tout ? Est-ce que c'est un risque de marché avec l'idée par exemple d'un retournement violent des valeurs de croissance, les stars de la cote, les GAFAM et autres qui ont tiré les marchés boursiers notamment au cours de la décennie écoulée ? Est-ce que c'est le risque d'un retour de l'inflation ? Qu'on n'a plus vu depuis, là aussi, une décennie, voire plus, peut-être. Est-ce que c'est le retour du risque inflationniste qui nous guette en ce début d'année 2021 ? Est-ce que c'est un risque de crise de change ? C'est vrai qu'on a vu quelques mouvements. On commence à observer quelques mouvements sur les devises. Beaucoup de questions autour du dollar, notamment. Est-ce que la crise de change peut être un risque pour 2021 ? Ou est-ce que c'est un autre risque ? Voilà, ça c'est la 5e possibilité qui vous est offerte. On vous laisse quelques secondes pour répondre à ce sondage en direct. Je le rappelle, on va évidemment découvrir la réponse ensemble et puis Sébastien, vous nous donnerez votre réponse, ou en tout cas les pistes effectivement des conséquences de cette planche à billets sans limite qui a commencé à tourner depuis quelques temps maintenant. Donc la récession durable, le retournement violent des valeurs de croissance, un retour de l'inflation, une crise de change, ou c'est un autre risque qu'il faut peut-être prendre en compte pour cette année 2021. On va vous donner la réponse dans un instant. Sébastien, en première intention, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un risque qui se distingue par rapport aux autres particulièrement là ? Oui, moi je serais tenté de dire que tous les risques sont possibles, mais c'est une question de séquence après. Je pense que le premier d'entre eux, là, le sujet que tout le monde a au bout des lèvres, c'est le retournement des valeurs de croissance, bien sûr. Il y a quelques exemples assez ahurissants de ce qui se passe. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que le risque de récession, en tout cas de décalage de la reprise de la croissance avec les paroles sur le reconfinement permanent, le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien. Il y a un supporter de rugby qui m'a dit qu'il attendait le variant néo-zélandais. Mais ça, c'est un sujet aussi, évidemment. Bon. Retournement des valeurs de croissance, 30% de ceux qui nous suivent, effectivement, ont répondu que c'était un des risques importants pour 2021. Je crois que le principal risque, ça reste l'idée de la récession durable. L'idée d'un choc économique, finalement, qu'on ne sorte pas de cette série de stop-and-go sanitaires, que le calendrier des vaccins soit peut-être encore décalé. Donc il y a quand même un vrai risque là économique, selon vous. Quasiment équivalent au risque de marché sur les valeurs de croissance. 45% d'entre vous estimaient que la récession durable est un risque majeur pour 2021 et puis 30% estiment que le retournement violent des valeurs de croissance peut être là aussi un risque. C'est intéressant parce qu'on a à la fois un risque macro et un risque de marché qui sont cités parmi les risques principaux. Quelles sont les conséquences justement de cette planche à billets sans limite, Sébastien ? Déjà, c'est une première question en soi. Pourquoi elle est sans limite ? Je crois que moi, c'est vraiment la première question. C'est pour ça que je n'ai pas mis ce risque-là en premier. Je crois qu'il y a au moins 3 raisons pour comprendre que c'est sans limite. La première, c'est d'avoir le sentiment... Je pense qu'on a tous ce sentiment qui s'est généralisé maintenant, que c'est que l'argent, il est gratuit.
qu'il est gratuit et qu'on peut endetter l'État et on remboursera dans très très longtemps, c'est renvoyé à l'éternité, voire il y a des débats sur l'annulation des dettes. Ça, c'est la première chose. La dette n'est plus un problème, la dette est une solution même, nous dit-on. Alors, effectivement, j'ai déjà entendu ça également. Ça, c'est la première chose. C'est important de l'avoir en tête. La deuxième, quelque part, c'est que, ça fait longtemps, nous, qu'on en parle, hein, mais on a tous en tête, maintenant, c'est galvaudé, l'explosion des inégalités partout dans le monde. Le coronavirus, finalement, n'a pas arrangé les choses. Et là, finalement, on a un mix entre les inégalités croissantes et une récession. Et ça se répond par il faut dépenser de l'argent. Et je rajouterais un troisième risque quelque part, et peut-être certains de nos téléspectateurs le partagent, mais s'ils n'ont pas vu la série Netflix, il y en a une autre qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Je vous engage à le regarder. C'est sur les réseaux sociaux qui montrent que dans nos démocraties, les réseaux sociaux, quelque part, ont partagé par le mode de mécanisme d'intelligence artificielle, les pubs qui vous montrent, etc., ont finalement réussi à polariser les gens. C'est particulièrement aux États-Unis, mais c'est également vrai dans nos démocraties, même en France, où on mesure peut-être moins les choses. Et ça, ces trois raisons font quelque chose d'assez explosif, je trouve, qui fait que chaque camp au pouvoir doit en donner à l'autre. À gauche doit en donner à droite doit en donner à gauche, les élites doivent en donner aux ceux qui sont défavorisés, etc. On a ce mood-là, et parce que l'argent, il est gratuit. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, le Casa de Papel, comme vous dites, Grégoire, eh bien, on en aura pour longtemps. Ça veut dire que cette planche à billets, elle va quand même être utile pour essayer d'adresser, de répondre à l'exacerbation de cette polarisation de nos sociétés, des inégalités économiques, sociales, ethniques, tous ces sujets-là. Il va falloir les traiter là dans le cycle qui est devant nous. Et c'est même pas une solution. Souvent on dit c'est la bonne solution. Il y a débat sur la solution. Moi je dis pas que c'est une solution. Je dis c'est inéluctable. De la même façon qu'il y a 2 ans j'avais dit la question n'est pas de savoir si ça arrivera, la question c'est de savoir quand. Et là, je dis c'est inéluctable. Voilà. Et ça a des implications évidemment pour les marchés, pour notre déficit public. La grande question, c'est est-ce qu'à un moment, il va falloir s'inquiéter du niveau d'endettement qu'on va atteindre ? Est-ce que la dette va redevenir un problème ? Et est-ce que cette planche à billets a des effets inflationnistes à terme, durables ? Ou est-ce que c'est simplement des petits épisodes d'inflation transitoire auxquels il faut se préparer ? Le premier impact, c'est le déficit public. Donc il y a des déficits publics qui sont maintenant sans beaucoup de limites, en tout cas dans les pays qui ont des devises fortes. Bon, déficit public, est-ce que c'est soutenable ? Pas soutenable. Il y a une différence profonde avec les quantitative easing avant. Avant, c'était finalement un programme de l'offre. On baissait le coût des entreprises, le coût du capital, etc., pour essayer de relancer les machines par l'offre. Là, si c'est des déficits publics et la distribution d'argent, c'est une politique de demande. Et ça, c'est profondément reflationniste dans le long terme. J'avais un graphique à portée de main qu'on ne trouvera pas forcément dans beaucoup d'endroits, puisque c'est un graphique sur un siècle. Vous avez en rouge, et c'est un lissage sur 5 ans, exprès, c'est pour éviter le côté confinement à répétition en ce moment. Vous avez en rouge, finalement, aux États-Unis, la croissance de la masse monétaire, et puis vous avez en bleu l'inflation. Échelle de droite, c'est pour ça que vous avez 10% d'inflation, c'est 5 fois 2%. D'accord. Et là, quand on voit ce graphique-là, quand même, on voit, et si on se dit que la courbe rouge, on a pour un moment à être à ces niveaux élevés, ça rebaissera après le confinement, c'est sûr, mais ça veut dire que, in fine, la courbe bleue, à la fin, ça reste un phénomène inflationniste. Donc pour moi, c'est une conviction évidemment importante. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est une conviction importante. Dès qu'on aura déconfiné, c'est là où on commencera à avoir ces conséquences-là. Bon, après, ça pose le problème de la soutenabilité de la dette publique, j'en conviens. Bon, l'environnement inflationniste, qu'est-ce que ça signifie et quel type de conséquences ça a pour l'investisseur ? Est-ce que ça oblige à allouer différemment son capital ? On va en parler, bien sûr, mais est-ce que c'est déjà un changement de paradigme de ce point de vue-là ? Si déjà on n'avait pas compris ça, on n'aurait pas eu l'année boursière de l'année dernière. Parce que finalement... c'est quand même un miracle d'avoir la bourse mondiale en hausse, le CAC est quand même en baisse, alors qu'on est toujours en récession. C'était d'ailleurs la préoccupation de nos clients, visiblement. Donc oui, bien sûr, on a déjà ces premiers effets sur les prix des actifs dans un premier temps. Après, le marché est allé très vite en 2020. On a eu même un finish spectaculaire de l'année, Sébastien. Est-ce que tout est déjà dans les prix aujourd'hui ?
sur les marchés actions, par exemple? Ouais. Alors, c'est la question qu'on peut se poser. On avait dit une fois, est-ce qu'on a fait tout un cycle boursier en une seule année? C'est ça. Et que donc, voilà, on arrive à la fin, il faut revendre. Et une de nos thématiques, ça avait été dire que non, c'était trop tôt de revendre. Mais la vraie question, est-ce que c'est dans les prix? J'avais également prévu un graphique sur ce point. Qui est un graphique avec plein de petites bulles. En fait, chaque bulle correspond à une photo. Peut-être sur le marché américain, là aussi, c'est un graphique qui date d'un siècle. Enfin, il y a un siècle d'observation. Et vous avez l'inflation en bas. Et puis, vous avez à chaque fois le point du marché en trailing PE, donc le PE passé, où on se situe. Alors, bien évidemment, ça saute aux yeux. On est la point rouge aujourd'hui sur un niveau qui est très très haut, qui évidemment n'est pas sans rappeler la fin des années 90 et la bulle technologique. Le paradoxe, Grégoire, c'est qu'en reprenant ce graphique-là, qui ne change pas beaucoup chaque année, puisqu'il y a des points qui datent d'il y a un siècle, au début de l'année dernière, si on avait fait cette interview il y a un an, le point rouge, il était à peu près sur la ligne de tendance. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Donc voilà, l'année dernière, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ça a monté. Ouais. Alors évidemment, il y a des boîtes qui ont fait des pertes, donc ceci explique un peu cela. Mais comme ce qui a monté, c'est pas mal les techs quand même, elles font des bénéfices. Je rajoute un point sur ce graphique quand même, c'est que vous voyez que là, on a l'inflation parfaite. Donc si on se dit, on rentre dans un monde en inflation, les multiples ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on rentre dans un monde en déflation, on sait que les multiples sont beaucoup plus bas. Donc on voit qu'on a finalement le spectre un petit peu parfait. Donc c'est tentant de dire aujourd'hui qu'on est cher. Sauf que ça, vous en conviendrez, ça cache deux types de valeurs. Ouais. Des valeurs qui sont très très chères, dont on parle maintenant sur chaque plateau, et puis des valeurs qui ont été soumises à rude épreuve parfois avec le coronavirus, et puis tout un tas de valeurs autres qui sont ni plantées par les confinements et ni bénéficiant des thématiques du moment qui sont très achetées. Si on parle des valeurs chères, de la tech, en l'occurrence, on est plutôt en 96 ou en 2000 ? Si on se place dans l'idée d'une bulle tech aujourd'hui, Sébastien. Oui, alors effectivement, Alan Greenspan avait dit en décembre 96 l'exubérance irrationnelle, il avait raison 40 mois trop tôt. Donc c'est ça le problème. Et moi, en fait, j'ai l'impression que la bulle, il faut la dissocier. C'est-à-dire que, évidemment, c'est cher, mais les taux sont très bas. On sent que les taux vont pas remonter tout de suite. Est-ce qu'Apple est trop cher? C'est beaucoup plus cher qu'avant, mais ça délivre. Il y a un tas de valeurs de la tech qui délivrent, il y a un tas de valeurs green, parce qu'il n'y a pas que la tech, il y a un tas de valeurs green, on sait qu'elles vont délivrer globalement. Donc il faut vraiment faire son marché, ça c'est pas facile. En revanche, on sent qu'il y a un peu le loup de Wall Street version 2 qui est en train de se mettre en place, avec des exemples chaque jour qu'on voit sur les écrans. Je pense à BlackBerry, c'était hier celui-là, BlackBerry qu'on croyait plus tellement... Enterré, enterré, les choses, et qui vient de voir son cours plus 200% depuis le début de l'année. Et si vous interrogez la boîte pour savoir pourquoi, elle dit bon, on ne sait pas. Pas de nouvelles. Donc, on a l'impression qu'il y a le loup de Wall Street aussi. Si vous regardez sur les sites américains pour mieux comprendre la tech, vous êtes rapidement abonnable à des services de gourous qui vous disent ça, ceci, cela. Donc là, mais ça, c'est une petite partie du gisement. Par chance, c'est quand même pas. C'est pas l'ensemble du marché qui est. Oui, c'est ça. C'est pas l'ensemble du marché qui est drivé par cette spéculation très liée aussi aux particuliers, je crois. Voilà, c'est les particuliers. C'est parce que le Casa de Papel, comme vous dites ou comme je dis, quelque part, on a fait vite comme on pouvait. C'est-à-dire qu'on a apporté l'argent. Évidemment aux victimes du coronavirus, mais également à plein d'autres gens globalement. Et puis parce qu'il a fallu distribuer, ça ne pouvait pas être ciblé exactement. Bon. Et aux États-Unis, c'est pire qu'en France. Je veux dire, une fois que l'argent est reçu, comme c'est presque donné par l'État, je peux le perdre. Donc je peux acheter non seulement des valeurs comme ça, des penny stocks comme on dit, ou bien même acheter des options, parce que j'achète des options, encore plus de levier. Donc oui, il y a une partie clairement. Et le vrai message qu'on doit donner à nos clients et que nos gérants essayent de faire, c'est comment on navigue dans cette bulle. Parce que c'est pas facile. Si vous vendez trop tôt, vous êtes le roi des idiots parce que c'était évident qu'il fallait acheter Tesla avant et puis toujours, tous les jours finalement. Et si vous vendez trop tard, vous êtes le roi des idiots parce que c'était quand même évident, Grégoire, que c'était une bulle. Donc il faut quand même gérer avec ça. Nous, la solution qu'on essaie d'employer, c'est de mettre beaucoup de convexité. Donc à la fois dans le choix des valeurs, mais également quand on reste sur les valeurs qui sont chères, mais qui sont chères parce qu'elles offrent des perspectives de croissance très importantes, notamment dans les transitions. Essayer de le faire avec de la convexité. Ça peut être avec des options, avec des obligations convertibles. Le fonds convertible Monde
de Shell Shore a fait plus 25% l'année dernière. Quand même. Ouais, on y reviendra effectivement dans les solutions d'investissement. C'est une classe d'actifs qui a très bien fait en 2020 et qui paraît encore tout à fait appropriée à l'environnement de marché. Il faut qu'on dise un mot quand même de la bourse européenne. Ouais. On va le voir, je crois, sur ce graphique animé. Les marchés européens n'ont rien fait depuis 20 ans, alors Sébastien. Ça, c'est une autre de mes convictions qui est plus une intuition, un peu comme la Casa de Papel il y a 2 ans, mais qui mériterait d'être étayée. Sur ce graphique, vous avez en bleu l'Eurostoxx. Pour réinvestir, normalement, il faut regarder avec les dividendes. Donc, pour les puristes, l'Eurostoxx dividende réinvesti, c'est en rouge. Ouais. Mais finalement, il y a plusieurs phases sur ce marché. Il y a une grande phase de croissance qu'on a oubliée, c'est 94-99, qui finit par une bulle d'ailleurs. Et puis depuis, comme vous le dites, il ne s'est rien passé depuis 20 ans sur la bourse européenne. Parce qu'on n'a pas les Amazon, etc., bien sûr. Mais il ne s'est rien passé. Est-ce que c'est un atout aujourd'hui d'une certaine manière ? Eh bien oui, je crois, parce que quelque part, qu'est-ce qui s'est passé entre 94 et 99 ? Les grands marchés haussiers, c'est quand il se passe quelque chose de profond. Et là, à l'époque, c'était quoi ? C'était l'Europe. C'était la zone euro. Les boîtes, elles devenaient de françaises à européennes, d'italiennes à européennes, d'allemandes à européennes. Ça a créé finalement un marché plus grand, des gains de productivité. Et les taux étaient un peu plus hauts, mais pas si hauts que ça. Donc c'est ça qui a créé la création de richesse. Moi, c'est pour ça que je rajoute une flèche derrière. Je dis toutes ces autres valeurs, pas celles qui sont durablement plantées par le Covid, mais pas celles qui sont dans la mouvance aujourd'hui de la tech. Moi, je trouve que, peut-être pas à court terme, on ne sait pas, mais qu'il y a un potentiel très important. Pourquoi ? Pour au moins 3 raisons. La conséquence de la bulle tech, c'est qu'on s'est tous équipés. On parlait d'Arcadis, on s'est tous équipés finalement. Bismart, ça doit être pareil. On a fait des efforts de productivité très importants grâce à la tech. Bien sûr, et ça restera. Ça restera. Finalement, dans les boîtes, on s'aperçoit qu'on arrive à travailler en télétravail. Donc ça veut dire que l'organisation du travail va pouvoir changer. Les locaux à utiliser, on pourra en utiliser sans doute même un peu moins. Donc ça aussi, il va y avoir des sources de productivité très importantes. Si je suis moins socialement sympa dans mon discours, tas de boîtes aussi qui auront vu qu'il y a tout un pan d'effectifs qui ne sert pas à grand-chose. La boîte tourne sans eux. Il y en a qui probablement auront ce discours aussi. Et puis, la troisième raison, c'est que finalement, c'est toutes ces transitions, tout cet argent qu'on va driver vers toutes ces boîtes-là sont en train de faire ces transformations. On fait tous nos transformations environnementales, sociales, etc. ESG. Donc, pour le coup, les valorisations ne sont pas très chères. C'est des valeurs qui ont parfois baissé à cause de la crise économique qu'on vit. Donc, pour moi, il y a un vrai potentiel de transformation sur ces valeurs. Pas à un mois, mais à un horizon de plusieurs années. Oui, dans un horizon de temps d'investisseurs. L'Europe présente beaucoup d'atouts et d'intérêts. Conclusion, Sébastien, pour les recommandations, les grands axes là, en termes de stratégie d'investissement pour 2021, quels sont les points clés ? Bon, je crois qu'il faut retenir, en tout cas, c'est notre position, qu'on va vers un monde en reflation structurelle, puisque déjà, à partir du moment où on a dit ça répond à pas mal de sous-questions. Ça cadre beaucoup de choses. On continue à dire qu'il faut maintenir des portefeuilles équilibrés. Mais par contre, on va rechercher ce que j'expliquais, la convexité dans les allocations d'actifs. Peut-être qu'il y a moins besoin de convexité sur l'Europe, peut-être que si on va sur Nasdaq, il y a besoin de plus de convexité. Quand on regarde les risques sur l'échange, c'est pareil. Donc ça va être un travail c'est comment on navigue aussi dans une bulle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc ça veut dire, et ça on le dit chaque année, la gestion du cash, quelque chose de très important, pas comment on gère son cash, mais pourquoi on a fait des bonnes perfs en 2020 ? Parce qu'on a commencé l'année en étant prudent, en disant que c'était une fin de cycle, etc. Ça veut dire qu'on a du cash. Et ça veut dire que quand il y a les soldes, vous pouvez intervenir. C'est à ça que ça sert le cash. C'est pas autre chose. Et dans le pilotage des risques, ça va, je pense, être une année, là aussi, où les risques vont avoir beaucoup de choses à dire. Donc voilà, ça c'est sur la partie investissement. Après, pour nos clients, la transition, c'est aussi d'aller au-delà, dans tout ce qui est non-coté, typiquement. Donc sur la dette non cotée, c'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs, la dette non cotée, ça repart plein pot. D'ailleurs, nos portefeuilles, on a plein de sollicitations. Ça veut dire que les banques qui ont fait beaucoup de PGE, etc., ont déjà beaucoup produit finalement. Et là, dans la dynamique qui repart pour les boîtes qui veulent investir, elles ont besoin de financement de type dette non cotée, ce qu'on fait bien sûr, typiquement. Il y a les sujets de non-cotés pour les investisseurs sur l'infrastructure. L'infrastructure, on en a chez Swen sur la partie equity, mais on va aussi réfléchir à le faire d'un point de vue dette senior pour nos investisseurs qui ont du mal à trouver du rendement dans les taux négatifs. Et puis enfin sur l'immobilier, mais j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure.